RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Patrick Coulombelle, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Apolline Matin. Vous êtes le cofondateur de la Fondation Architectes de l'Urgence. On va revenir avec vous sur les recherches qui reprennent au Maroc. De très nombreux bâtiments risquent de s'effondrer à la moindre réplique. On va essayer de comprendre avec vous. Mais d'abord, on va sur place rejoindre Caroline Philippe, l'une de nos deux envoyées spéciales sur place. Bonjour Caroline. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Hier, vous vous êtes rendu dans l'un des villages les plus touchés par le séisme. C'est dans les montagnes marocaines, au sud de Marrakech. Oui, et pour y arriver, nous avons roulé avec Marion Gauthier pendant une trentaine de kilomètres sur des routes de fortune, Apolline, dans un nuage de poussière où l'on doit se ranger assez régulièrement pendant le trajet sur le bas-côté pour laisser passer les ambulances et les convois d'aide humanitaire. Des chemins très sinueux à flanc de montagne parfois, où il faut zigzaguer entre les éboulements de pierre. C'est une zone sismique, mais pas forcément la plus dangereuse du pays. C'est ce qui a beaucoup surpris aussi. Et face à nous, cet atlas, ces montagnes impressionnantes, et rien d'autre, c'est totalement désertique. Et vous arrivez enfin à 12 roues, donc un village presque entièrement détruit, Caroline. Oui, on y entre à pied par cette route où sont alignés des corps enroulés dans des couvertures, des corps qui attendent avant d'être ensevelis en contrebas, là où des hommes creusent des tombes avec leurs mains et leurs pelles de fortune, les tombes de leurs voisins, de leurs mères, de leurs sœurs, de leurs enfants. Et un peu plus loin, c'est le village où ce qu'il en reste des décombres, où l'on devine qu'il y avait une maison avant grâce aux chaussures qui dépassent d'un tas de pierres. Et cette odeur de putréfaction qui nous rappelle tout simplement que sous nos pieds, des corps sont toujours pris au piège et se décomposent avec la chaleur. Il faisait plus de 30 degrés au soleil hier. C'est ce qui révolte les habitants d'être seuls ou presque à avoir tenté de les sauver et à déblayer. Maintenant, quelques secouristes passent pour faire ce qu'ils appellent de la bobologie. Les ambulances sont déjà venues récupérer les blessés les plus graves pour les conduire au dispensaire le plus proche. Mais avec 1h30 de route, beaucoup sont morts en chemin. Ce qui nous a marqué, Apolline, c'est ce sentiment d'abandon partagé par tous ces habitants, ces mains qu'ils nous serraient fort pour nous demander de l'aide. Tous ont peur de l'hiver désormais qui va arriver très vite et du froid qui approche. Il n'y a plus rien pour se mettre à l'abri dans ce village. Le seul bâtiment intact, c'est l'école. Le plus récent bâtiment, le bâtiment orange qui a résisté aux ondes sismiques, contrairement aux maisons les plus fragiles qui sont faites de pierre et de terre. Merci Caroline, en direct donc du Maroc, bien sûr. Caroline Philippe Roto dans ce studio avec vous, Patrick Coulombelle. Vous êtes architecte de l'urgence. C'est justement pour essayer de répondre à toutes ces questions qui émaillaient du papier de Caroline. Quand elle nous dit, Caroline, que le seul bâtiment qui a résisté dans ce village, c'est le bâtiment le plus récent, c'est le bâtiment qui est une école, alors que les autres, qui sont des maisons de pierre, se sont effondrés. Ça veut dire que cette région, qui pourtant est une région sismique, il y a encore beaucoup de bâtiments qui n'étaient pas du tout adaptés. Tout simplement, ce sont des bâtiments qui sont anciens. C'est-à-dire que des bâtiments qui ont, parfois 100 ans et peut-être plus. Et comme vous avez une récurrence de séismes sur ce secteur-là qui est très longue, c'est-à-dire que ça peut être des milliers d'années, et ben évidemment, s'il n'y a pas eu de secousse depuis très très longtemps, d'abord dans l'histoire, dans l'histoire collective des gens, il n'y a pas cette historique-là. Et puis, les maisons, elles n'ont pas été touchées, donc tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et puis, il y a cette question de la suite. Alors, immédiatement, évidemment, les heures et les quelques jours qui viennent, l'urgence absolue, c'est de réussir à sortir de ces décombres ceux qui sont encore vivants et qui sont en dessous. Il y a aussi la question de ceux qui sont sortis de chez eux et qui n'osent pas forcément rentrer chez eux de peur qu'il y ait de nouvelles secousses et peut-être que ça s'effondre. C'est le cas de votre famille. Fessal, bonjour. Vous nous avez appelé au 3216, vous habitez à Villetaneuse, mais votre famille, vous êtes franco-marocain, votre famille est dans la région d'Agadir. Vous vouliez nous raconter comment vivent vos frères, vos sœurs et votre père qui vivent là-bas, hein. Ils vivent dans la peur depuis vendredi. Vendredi, je regardais tranquillement le match de rugby. Ouais. J'écoutais l'après-match, je reçois un SMS sur WhatsApp. Ouais. Mon frère qui m'envoie un SMS. Mon frère tremblement de terre dans tout le Maroc. Qu'est-ce qu'elle raconte? Juste après, elle me rappelle, elle commence à me dire excuse-moi, pardonne-moi, si jamais je suis plus là. Et juste après, j'entends des cris, des pleurs partout dans le village. Les gens, tout le monde est sorti, ils ont tous passé la nuit dehors, il y avait un terrain de football. Tout le monde a passé la nuit dehors jusqu'à 6h du matin.
Ils sont rentrés que le matin vers 6 heures pour se ravitailler, se doucher. Et puis le lendemain, rebelote. Avec la peur au ventre. Avec la peur au ventre, et ils dorment donc sur ce terrain de football ou dans le jardin pour ne pas rentrer dans la maison? Moi, mon père, 90 ans, il n'a pas fait la nuit dans le jardin. Avec sa femme. Il a fait dans le jardin. Dans le jardin parce qu'ils ont peur. Il y a eu une réplique, Faisal? Il y a eu une réplique hier sur Marrakech à 9h du matin, 4,5 sur Richter. Hier. Et on sait aussi qu'à Agadir, justement, Faisal, il y a aussi ce souvenir, hein, parce qu'il y a dans la mémoire collective. Oui, en 60, il y a eu 12 000 morts. Moi, les anciens jusqu'à maintenant, ils me racontent ce qui s'est passé. On a vu le raser à 99%, il ne restait plus rien. Et ça, c'était en 1960, en effet, à Agadir. 12 000 morts. Faisal, on vous entend malheureusement pas très bien, mais j'ai bien entendu, malgré tout, et je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas forcément entendu distinctement, Faisal, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'au moment du tremblement de terre, quand votre sœur vous appelle, elle commence par vous dire « Pardonne-moi si jamais je t'ai fait de la peine », c'est-à-dire en se disant peut-être que je ne serai plus là dans quelques heures, et donc je préfère te dire tout de suite que je t'aime, que je te demande pardon. C'est cette angoisse-là donc qui effectivement a guidé notamment cet appel, et donc ça rend bien compte évidemment de l'angoisse qui a saisi votre famille Faisal et beaucoup là-bas. Je reviens avec vous dans ce studio, Patrick Coulombelle. Ce réflexe d'aller dormir sur le terrain de foot. C'est le bon réflexe. Sur le terrain de foot, c'est le bon réflexe, en fait, parce que les bâtiments, c'est la bonne les murs... solution, bien sûr. D'abord parce que les gens pourront dormir, et puis d'une part, s'il y a une réplique, il y a normalement pas de danger de reprendre un bâtiment sur la tête, quoi. Et ça, c'est la meilleure des solutions. Alors, c'est un peu du camping, ça va durer quand même un petit peu de temps, jusqu'à temps que des gens, de l'expertise soit mise en place pour savoir si les bâtiments sont possible de rentrer dans ces bâtiments ou pas, quoi. Donc ça, c'est un délai incompressible minimum qui va faire quelques jours, une semaine. Et on avait tout à l'heure d'ailleurs un de nos auditeurs qui nous appelait, qui était sur place à Marrakech vendredi soir, qui a erré dans les rues pendant la nuit, entre vendredi et samedi, et qui nous disait justement que certains bâtiments tenaient debout, mais il nous disait c'est un château de cartes. Oui, enfin, c'est des bâtiments qui sont anciens, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les bâtiments anciens qui ont été touchés par un séisme, évidemment, en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Alors, sur Marrakech, typiquement, on est sur une problématique qui est un peu différente de celle de la montagne. Pourquoi ? Parce qu'on est relativement loin de la zone de rupture, et les bâtiments qui ont bougé sont plutôt des bâtiments qui sont de grande hauteur et très anciens. Et vous faites ce geste, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, qu'on comprenne bien, je vois dans le studio, vous faites le geste en fait vraiment du mouvement du bâtiment qui a donc bougé. Qui bouge et qui oscille en partie supérieure. Pourquoi en partie supérieure ? Parce qu'on est loin de la zone de rupture, on est à plusieurs dizaines de kilomètres, et ce sont plutôt ces bâtiments qui sont de grande hauteur qui rentrent en résonance, et éventuellement qui peuvent tomber, et notamment lorsqu'ils sont très anciens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été faits avec une réglementation parasismique, tout simplement parce qu'elle n'existait pas à l'époque. Puis l'état de l'art, à l'époque, on ne le connaissait pas. Vous avez fondé les Architectes de l'Urgence. On sait que certaines aides, certains secouristes sont en attente de pouvoir partir en avion, en attente que les autorités marocaines les laissent partir. Est-ce que c'est le cas aussi d'Architectes de l'Urgence ? Est-ce que vous êtes prêts à aller là-bas pour aider justement à expertiser, à savoir si l'on peut ou non retourner dans ces bâtiments ? On est déjà en contact avec nos confrères marocains, architectes, ingénieurs que l'on connaît, avec qui on a déjà travaillé il y a 19 ans sur le séisme d'Al Hoceima. Tout simplement, il y a un temps pour tout. Donc je pense que là aujourd'hui, c'est extrêmement urgent d'envoyer les équipes de sauvetage des blêments. Les autorités marocaines, je pense qu'elles ont estimé les besoins et puis qu'elles ont fait appel à l'aide à certains pays, pourquoi pas, mais en nombre d'équipes restreintes, parce que peut-être qu'aussi pour le déploiement sur le terrain, c'est pas possible de faire autrement. Par contre, après, il y aura autre chose, qui va être toute l'aide à la reconstruction. Et dans un premier temps, nous, on va intervenir avec nos confrères sur la mise en sécurité des bâtiments, en mettant en place ce qu'on appelle des codes couleurs, en fonction du type de bâtiment, c'est-à-dire l'état du bâti. Soit c'est vert, c'est dans très bon état. Orange, ça veut dire que ça a été touché, il y a de la fissuration, il y a des travaux à faire et il faut mieux pas y rentrer. Et puis rouge, c'est généralement par terre. Donc ça permet d'aider aussi à une chose toute simple, c'est cartographier, puis très vite chiffrer quel peut être le coût d'une reconstruction comme celle-là, parce qu'à un moment, c'est une question qui va se poser. Voilà, c'est là-dessus qu'on va travailler dans un premier temps. Merci beaucoup Patrick Coulombelle d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la Fondation Architectes de l'Urgence, et merci à Caroline bien sûr en direct sur place qu'on retrouvera dans le journal de 8h. Il est 7h50.